Dans cette quatrième séance de travaux dirigés, on va voir ensemble 4 exercices portant sur les modules 5, 6 et 7. Donc, premier exemple, c'est un exemple qui est plutôt d'aspect conceptuel. Je veux que vous déterminiez, à partir de la poutre qui est représentée ici, donc on a une poutre qui est hyperstatique parce qu'on a ici, si on nommait les réactions en X, 1, 2, 3 réactions verticales inconnues, on a une charge répartie, une charge ponctuelle, et on va avoir ici 2 équations d'équilibre pour résoudre ce problème-là. Donc on a un problème qui est hyperstatique. Donc, je veux que vous pensiez à quelle va être la stratégie de manière à résoudre ce problème-là par la méthode de superposition. Donc ça, c'est le genre de problème pour lequel vous devez, en voyant simplement un incident comme ça, vous devez venir à pouvoir penser directement à quelle est la solution. Donc, dans le cas de la méthode de superposition, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs solutions possibles. Il y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont plus complexes. Et également, il faut garder en tête qu'il faut que vous trouviez une solution pour laquelle les éléments de réponse que vous allez superposer vont être disponibles dans les tables, notamment celles qui sont disponibles à la fin du manuel grec. Donc, première étape, ce qu'il faut faire, c'est de réaliser, je dois trouver une réaction surabondante. Donc, le cas le plus simple ici, ce serait de dire, je vais prendre par exemple ma réaction au milieu, je vais retirer celle-ci et je vais remplacer la réaction par une réaction surabondante R étoile, de manière à décomposer cette structure hyperstatique-là en une structure simplement appuyée avec une charge répartie et une charge ponctuelle, et une deuxième structure simplement appuyée avec simplement une charge qui vient remplacer la réaction surabondante. Donc, si on fait ça, on peut soit la décomposer, on doit la décomposer en 3 sous-structures. La première comme étant une structure simplement appuyée avec la charge répartie, donc pour calculer un delta 1. Une deuxième pour calculer un delta 2 au même point qui correspond au point où j'ai ma réaction d'appui surabondante avec la charge ponctuelle. Et une troisième où j'ai ma réaction R étoile. Et donc, je calcule dans les 3 cas quel va être mon déplacement à ce même point où j'ai mon appui, et je sais que par compatibilité des déplacements, delta 1 plus delta 2 plus delta 3 doit être égal à 0. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a dû séparer notre cas de chargement avec une charge répartie et celui avec une charge ponctuelle? Parce que dans les tables, on n'arrivera pas à trouver la combinaison des deux. Okay? Ça va toujours être les deux qui sont donnés de façon séparée, parce qu'on sait qu'on peut retrouver la combinaison de n'importe quelle charge répartie et de n'importe quelle charge ponctuelle par superposition. Donc voilà comment on devrait procéder ici pour venir modéliser ou de venir calculer notre réaction surabondante à partir de la méthode de superposition. Donc si ici, par exemple, on vient exprimer, on ne va pas le faire ici, mais vous êtes libre de le faire à la maison, delta 1, delta 2 et delta 3, si on vient calculer les expressions analytiques à partir des expressions qui sont disponibles dans les tables, mais on va voir que tout ça, c'est égal à 0, et la seule variable inconnue qu'on va voir dans cette équation-là, ça va être R. Donc ça va nous permettre de directement isoler R. OK. Donc, deuxième étape, encore une fois, deuxième problème, encore une fois un problème un peu conceptuel. Je veux que pour la structure qui est illustrée ici, vous traciez V de x, M de x, θ de x et petit v de x, c'est-à-dire l'effort tranchant, le moment fléchissant, l'angle de rotation, ainsi que la courbe de déflexion, c'est-à-dire le déplacement en tout point de cette structure, qui est chargée par une force P à mi-portée. OK? Ça, c'est le genre de choses que vous devez faire, que vous devez être en mesure de faire de façon intuitive, juste en voyant directement un cas de charge comme celui-là. Donc, le but ici, c'est pas d'apprendre quelle va être la forme de ces diagrammes-là, c'est plutôt de pouvoir comprendre directement, pour un cas de chargement simple comme celui-ci, voilà comment sont réparties mes réactions d'appui, en fonction des réactions d'appui, quel va être mon effort tranchant, à partir de l'effort tranchant, quel va être mon moment fléchissant, à partir du moment, quel va être la rotation, à partir de la rotation, quelle va être la déformée. OK? Si on fait ça ensemble, à partir de ma réaction d'appui, je sais que je vais avoir P sur 2 à gauche, P sur 2 à droite. Donc ici, mon dessin n'est pas le meilleur, mais ma charge P est à mi-portée ici. Donc je vais avoir la moitié de ma charge à gauche, la moitié de ma charge à droite. Si j'ai la moitié de ma charge à gauche, par rapport à ça, ça va être une réaction verticale. Réaction verticale du côté gauche, ça va être de l'effort tranchant positif. Donc j'ai un effort tranchant P sur 2 qui est constant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de charge entre l'appui et ma charge P. Donc l'absence de chargement va me faire un effort tranchant constant. Au niveau de la charge, j'ai un saut de moins P.
j'ai quelque chose de constant entre la charge et mon appui de droite, et ensuite, je viens rétablir ça à 0 avec moins P sur 2 ici. Okay? Donc, et on peut voir, j'aurai un appui vertical ici à droite. Un appui vertical va me donner quelque chose de négatif en termes d'effort tranchant, parce que ma flèche va être dans le sens inverse. Parfait. Donc ça, comment on passe des charges à l'effort tranchant? Comment est-ce qu'on passe au diagramme de moment fléchissant? Donc, on fait toujours une intégrale. Donc ici, si j'avais des segments qui sont linéaires, qui sont constants, je devrais m'attendre à avoir des segments qui sont linéaires pour mon moment fléchissant. J'ai des bords libres à gauche et à droite. Ça veut dire que j'aurai aucun moment à gauche, aucun moment à droite. J'aurai un moment max qui va être sous ma charge P. Okay? Donc, on peut s'imaginer, si j'ai une charge P comme celle-ci, je vais avoir ma flexion qui va faire descendre ma poutre. Donc, j'aurai des fibres qui sont tendues sur la fibre supérieure, comprimées sur la fibre supérieure, tendues sur la fibre inférieure. Donc, ça correspond à du moment positif. Donc, je m'attends à avoir une charge triangulaire, un moment triangulaire, une distribution triangulaire du moment qui va être maximale sous ma charge P. Donc ici, je peux avoir cette distribution telle qu'on vient de la discuter, où mes segments ici sont linéaires. Et comment est-ce que je calcule quelle va être la valeur de ce moment-là? Mais en fait, ça va correspondre à l'air sous la courbe dans mon diagramme d'effort tranchant. Donc j'ai une hauteur de P sur 2, j'ai une longueur de L sur 2, P sur 2 fois L sur 2, c'est ma magnitude de moment ici. Parfait. Donc, pour obtenir le moment, mais c'est toujours l'intégrale de l'effort tranchant. Et c'est ce qu'on a fait ici en calculant l'air sous la courbe. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe du moment à l'angle de rotation? Mais pour faire ça, encore une fois, on vient intégrer. Donc, si je viens intégrer mon moment fléchissant, j'avais quelque chose qui est proportionnel à x, qui est linéaire. Maintenant, je vais avoir quelque chose de proportionnel à x carré. Okay? Donc, je vais avoir une rotation non zéro à la partie initiale. Je vais avoir une rotation non zéro à la partie initiale ici. Donc ça, ce qu'on voit, c'est mes rotations qui sont non zéro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une progression quadratique. Je vais avoir ici ma rotation qui est nulle, parce qu'on peut s'imaginer que dans la courbe de déflexion ici, je vais passer par 0 au point sous ma charge, et je vais revenir ici à mon point où j'ai ma rotation maximale. Donc, on a une rotation comme celle-ci, on passe par 0 à mi-portée, et on retourne avec une progression quadratique. Et ici, c'est important, on voit qu'on a, mon dessin c'est peut-être pas le meilleur, là, mais on a une continuité ici au point où on croise 0 dans la déformée. Pourquoi? Parce que j'ai continuité dans ma poutre ici. Donc, il ne peut pas y avoir de saut au niveau du point d'application de la charge dans ma courbe qui indique l'angle de rotation. Donc, finalement, pour trouver ma courbe de déflexion, mais encore une fois, j'intègre cette courbe-là et je vais avoir mon profil de déflexion ici sous ma charge P. J'avais constant, proportionnel à x, proportionnel à x2, je vais maintenant proportionnel à x3 ici. Donc, je sais par rapport aux conditions d'appui, j'ai aucun déplacement à gauche et à droite, et j'ai un déplacement maximal sur le point d'application de la charge. Et on voit ici, le point qui correspond à 0 pour la rotation, c'est le point qui correspond au déplacement maximal. Parfait. Encore une fois, genre de raisonnement intuitif que vous pouvez faire de façon automatique sans même avoir à faire des calculs. Juste par la configuration des charges, vous devriez être en mesure de retrouver chacun de ces diagrammes-là. Donc, ou ici, ben, comme on l'a fait de façon automatique, mais la courbe de déflexion, c'est l'intégrale de ma courbe pour mon angle de rotation. C'est équivalent à, si on avait fait le calcul pour un cas, c'est la double intégrale de mon moment. OK. Donc, allons sur des problèmes qui sont un peu plus longs, un peu plus développés. Un troisième exemple où j'ai ma poutre ici, simplement appuyée en A et E, pour laquelle j'ai deux charges ponctuelles P qui sont positionnées respectivement de façon symétrique par rapport au point, un plan en C, à une distance A de chacun des appuis. Okay? Donc ça, c'est une section qui va être rectangulaire, donc une largeur de 50 mm, hauteur de 179. Le matériau, ça va être de l'acier, donc module élastique de 200 GPa, une limite élastique de 300 MPa, j'ai une longueur de 2,5 m, un segment A, une longueur entre l'extrémité et les charges P de 0,8 m, et mes charges P ont une magnitude de 17,5 kN. Donc les questions ici, il y a plusieurs sous-questions. Tout d'abord, tracer V de x et M de x, calculer sigma x en fonction de la position y en fonction à la section critique. Donc, trouver dans cette poutre-là où est-ce que j'aurai le moment qui va être le plus élevé en valeur absolue.
et venir trouver quelle va être ma contrainte en tout point de ma section Y ici. Ensuite, faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'effort tranchant. Donc, trouver mon effort tranchant agissant sur le plan X dans la direction Y en tout point sur ma section verticale, à la section critique, c'est-à-dire celle qui aurait l'effort tranchant maximal. Ensuite, il faut calculer le facteur de sécurité pour l'effort tranchant pour mon moment fléchissant. Et finalement, en E, calculer V de X, c'est-à-dire ma courbe de déflexion, et delta C, mon déplacement à mi-portée. Et faisons ça avec la méthode de double intégration de la formulation pour mon moment. Parfait. Donc, si on regarde maintenant pour la solution, donc le plan de résolution, on va tout d'abord calculer nos diagrammes de M de X, V de X et M de X en fonction du diagramme où on peut observer les charges. Ensuite, pour le B, on va trouver notre contrainte normale maximale due au moment de flexion. Donc, moment max fois C, la distance maximale entre l'axe neutre et la fibre supérieure ou inférieure, sur IZ, l'inertie de ma section, BH³ sur 12. Ensuite, je vais trouver quelle est ma contrainte de signalement max, donc Vmax, mon effort tranchant maximal que j'aurais trouvé sur mes diagrammes, fois Q, mon premier moment d'air calculé à Y égale 0, c'est-à-dire l'axe neutre. Comme j'ai une section rectangulaire, je sais que c'est là que j'aurai ma contrainte maximale, sur IZ fois T, la largeur de ma section. Donc, je calcule mon facteur de sécurité, sigma Y sur sigma max, parfait. Ensuite, ça va être le temps de venir trouver mes courbes de déflexion par double intégration. Donc pour ça, je vais venir reprendre ce que j'avais comme moment M de X et je vais venir formuler de façon analytique quelle est l'équation qui représente les diagrammes que j'ai trouvés. Donc je vais faire ça pour les segments AB, donc entre l'appui et la position de la charge à gauche, et entre la position de la charge à gauche et la position de la deuxième charge. Okay? Donc ça c'est pour les segments AB et BD. Ensuite, par double intégration de ces formulations analytiques, je vais faire l'intégrale divisée par EI. La double intégrale divisée par EI, ça va me donner ma courbe de déflexion. Donc, rappelez-vous, quand on fait ça, on va venir retrouver, quand on intègre, des constantes d'intégration. Donc, ces constantes d'intégration, a priori, je ne les connais pas. Je vais devoir venir les identifier à partir des conditions de compatibilité, ainsi que des conditions aux frontières sur ma poutre. Donc, par exemple, quand je parle de conditions de compatibilité, conditions frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment aux appuis. Donc, je sais que j'aurai aucun déplacement aux appuis. Et je sais qu'entre mes sections AB et BD, je dois venir maintenir l'angle de ma poutre et les deux partagent un même déplacement. Donc, à partir de ces quatre conditions-là, je vais être en mesure de retrouver chacune de mes constantes d'intégration qui seront obtenues ici pour mon segment AB et pour mon segment BD. Ensuite, une fois que j'aurai toutes mes constantes d'intégration, j'aurai mes formulations analytiques pour V de X. Je peux venir évaluer ceci pour des valeurs spécifiques, donc notamment à 1 mètre et à 1,25 mètres, tel que le demande dans l'énoncé. OK. Donc, première étape, on vient trouver quel va être mon effort tranchant, quel va être mon moment fléchissant. Donc, j'ai ma poutre ici avec mes segments A, B, C, D, E. Donc, on a une charge P ici à une distance A de l'appui, charge P à distance A de l'appui. Donc, on peut voir que par symétrie, mais si j'ai P de part et d'autre et c'est symétrique par rapport à un plan C, mais mes réactions en A et en B vont chacune être P également. Ça, dès que vous voyez un chargement comme ça, vous devez déjà vous imaginer qu'on va avoir un cas de flexion pure entre B et D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurai pas d'effort tranchant entre le segment B et D et j'aurai un moment fléchissant constant. Donc, si on regarde ça, pour mon diagramme de V, mon effort tranchant, mais j'ai une réaction de P ici vers le haut, donc ça va être un effort tranchant qui est positif. J'ai rien entre la réaction RA et ma charge P, donc j'ai quelque chose de constant. Et je viens avoir un saut équivalent à ma charge P, donc moins P. Ça me ramène à un effort tranchant qui est nul. Entre B et D, j'ai pas de chargement, donc si j'étais nul ici, je vais rester un effort tranchant nul jusqu'à ma deuxième charge P. J'aurai un saut de moins P correspondant à ma charge ponctuelle. J'ai rien entre ma charge et mon point E, donc je suis constant. J'ai ma réaction d'appui P qui me ramène ça à 0. Donc on voit bel et bien qu'on n'a aucun effort tranchant ici. Par contre, si on vient intégrer de façon à trouver notre moment fléchissant, donc on a 0 au point A, 0 au point E, c'est une poutre simplement appuyée, et c'est des appuis qui permettent les rotations. Donc aucun moment développé ni en A ni en E, j'ai 0, j'ai 0. Ensuite, si on veut trouver le moment en B, on procède en intégrant notre diagramme ici. C'est-à-dire, on va faire P fois la longueur ici, qui est de A. Donc, mon moment à partir du point B, ça va être PA, et celui-ci va être constant
jusqu'à mon point D. Donc, toute la partie entre les segments B et D, ça va être un moment qui est en flexion pure, c'est-à-dire on va avoir un moment fléchissant sans avoir d'effort tranchant. Ensuite, par symétrie, mais j'ai la même chose, je vais passer de P sur A jusqu'à 0 de façon linéaire. Parfait. Donc maintenant, je vais trouver ma contrainte normale maximale. Donc ma contrainte normale maximale, ça va être le moment max fois la distance max entre l'axe neutre et la fibre supérieure ou inférieure sur IZ. Donc ici, la section critique, ça va être n'importe quel point entre mon point B et mon point D, parce que tous ceux-ci ont un chargement de P fois A. Donc ma contrainte max, ça va être M max, donc PA, fois C, qui est ma distance entre l'axe neutre et soit la fibre supérieure ou la fibre inférieure, c'est-à-dire la hauteur de ma poutre sur 12, divisé par l'inertie de celle-ci, B, base fois hauteur à la puissance 3 sur 12. Donc si je vais remplacer les valeurs numériques, j'avais une charge P fois une distance A de l'appui de 800 mm, fois une hauteur de 179 mm sur 2, sur BH, ici petite erreur, c'est pas BH carré, c'est BH cube, sur 12. Donc le résultat de ça, oh, pardonnez-moi. Donc, résultat de ça, ça me donne 52,4 mégapascales. Donc ici, si on vient tracer ce diagramme de contrainte au droit de la section rectangulaire, donc mon axe horizontal, ça va être sigma x, la contrainte normale. Donc ici, le long de mon axe, c'est pour mon axe neutre. Donc on sait qu'à l'axe neutre, on n'a aucune contrainte normale. Ici, comme j'ai du moment positif, j'aurai mes fibres supérieures qui sont comprimées, donc une contrainte négative, valeur de 52,4 mégapascales, de façon symétrique sous l'axe neutre, parce que j'ai une section qui est rectangulaire, donc j'ai exactement le même diagramme au-dessus et en dessous de l'axe neutre. Je vais avoir une contrainte de traction de 52,4 mégapascales. Okay? Positive, parce qu'en dessous de l'axe neutre, j'aurai de la traction. Et entre les deux, c'est un profil qui est linéaire. Donc voilà pour ce qui est de mes contraintes. Donc maintenant, ensuite, si je veux calculer mon taux XY max, ma contrainte de cisaillement sur mon plan X, mon plan qui est perpendiculaire à mon axe longitudinal, maximal, ça va être mon Vmax. Mon Vmax va apparaître soit dans mon segment AB ou DE. La direction positive ou négative n'a pas d'importance ici. Donc, ça va donner Vmax qui est de PA fois mon Q0, mon premier moment d'air qui reste à être calculé, fois IZ, la même inertie qu'on avait calculée ici, fois T. Donc, la largeur de ma section. Donc ici, si je regarde ma section, j'ai une hauteur de 179, largeur de 50. Donc, mon cisaillement max, on sait qu'il va arriver à mi-hauteur de façon à coïncider avec l'axe neutre. Donc si je fais ça, si je fais une coupe à l'axe neutre et je calcule mon premier moment d'air pour la section qui est au-dessus de l'axe neutre, donc je vais calculer un A', l'air au-dessus de l'axe neutre, et un Y bar prime, le centre de gravité de cette demi-hauteur. Donc maintenant, mon taux XY max, ça va être mon Vmax. Donc mon Vmax, ça va être P. Ma charge d'appui ici, donc mon effort tranchant max, fois mon A', c'est-à-dire la hauteur sur 2, fois ma base, fois mon Y bar prime, c'est-à-dire ça va être ma hauteur sur 4, ça c'est ma hauteur sur 2, je divise ça par 2, ma hauteur sur 4. Ici mon inertie, encore une fois une petite coquille, BH cube sur 12, fois, mais ici T ça pourrait être B ici, qui va être ma largeur ici de section de 50 mm. Si on calcule ça de façon numérique, ça va donner 2,9 mégapascales. En traçant le diagramme, voici ce qu'on obtient. Donc, j'ai sur l'axe ici ma contrainte de cisaillement taux XY, j'ai 0 ici en termes de coordonnées verticales. Ça ici, c'est mon axe neutre. J'ai ma valeur maximale qui est à l'axe neutre de 2,9 mégapascales et j'évolue de façon quadratique jusqu'à ma fibre supérieure où j'ai 0, jusqu'à ma fibre inférieure où j'ai 0 également. Donc, voilà pour ma contrainte de cisaillement. Si je calcule mon facteur de sécurité pour ma contrainte normale, je vais avoir mon sigma Y, qui est ma limite admissible pour mon acier, sur mon sigma max, qu'on avait calculé ici comme étant 52,4. Donc ça me donne 300 mégapascales sur 52,4, facteur de sécurité de 5,7. Donc ici, en termes d'ingénierie, un facteur de sécurité de 5,7, c'est amplement suffisant. OK, donc maintenant on va trouver nos courbes de déflexion. Donc pour les segments E1 et E2, non, plutôt pour les étapes 1 et E2, on va venir formuler mon équation pour M de X pour les segments AB et pour les segments B
et D. OK? Pourquoi est-ce que je dois faire deux segments différents? Parce que j'ai une discontinuité dans mes moments. Donc, j'aurai deux équations, une première pour mon segment AB, une deuxième pour mon segment BD. Donc, parfait. Et une fois que j'aurai formulé ça, je vais pouvoir, par double intégration de cette équation de moment, retrouver ma courbe de déflexion. Donc, on commence pour le segment AB pour x étant entre x égale à 0 et a. Donc, ici, je vais faire la EI fois la deuxième dérivée de ma courbe de déflexion. Ça, je sais que c'est égal à mon moment de x. Donc, c'est quoi l'équation pour mon moment de x ici? OK? Je suis 0 à x égale à 0, je suis PA à x égale à A. Donc, ici, c'est simplement, ma courbe va être P fois x. OK? Ou quand x est égal à A, mais je retrouve bel et bien mon PA. Donc, si j'intègre cette expression-là une première fois pour obtenir l'angle de rotation en tout point x, donc ça me donne ma première intégrale, ça va me donner px carré sur 2, plus une première constante d'intégration qui est inconnue. Parfait. J'intègre ça une deuxième fois pour obtenir ma courbe de déflexion. Donc, je vais obtenir px cube sur 3, donc ça va me donner 3 fois 2, ça va me donner px cube sur 6, plus c1x, plus une deuxième constante d'intégration. Parfait. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas résoudre ça. J'ai deux constantes d'intégration. Je vais venir formuler également quelle va être ma fonction pour ma courbe de déflexion sur mon deuxième segment BD. OK? Donc pour faire ça, c'est simple. Ici, on voit que notre courbe de déflexion est constante. Donc entre le segment B et D, m de x, ça va être simplement égal à PA. OK? C'est indépendant de x. Donc, pour mon deuxième segment, pour x entre A et L moins A, c'est-à-dire la longueur totale moins une distance A de mon appui de droite, donc ma deuxième dérivée pour ma courbe de déflexion, ça va être mon m de x, qui est égal à, comme on le disait, P fois A. Donc, je fais une première intégrale de cette équation-là. Ça va me donner PA fois x plus une troisième constante d'intégration. J'intègre ceci une deuxième fois. Ma courbe de déflexion fois EI, ça va être égal à PAx 2 sur 2 plus C3x plus une quatrième constante d'intégration. Parfait. Donc là, j'ai 4 inconnus, C1, C2, C3, C4. Je dois venir utiliser mes conditions de compatibilité ainsi que mes conditions aux frontières de façon à venir identifier celles-ci. Donc, comme on le disait plus tôt, c'est quoi ces conditions de compatibilité, conditions aux frontières? Je sais que mes déplacements de part et d'autre de ma poutre sont nuls, et je sais qu'au point d'application de ma charge, donc l'intersection entre le segment AB et le segment BD, je dois avoir compatibilité du déplacement, donc delta B, je dois avoir compatibilité de la rotation entre mes deux segments. Donc, c'est ça qu'on va venir mettre en lumière. Donc, mes conditions aux frontières, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, j'ai mon même segment qui a été dessiné. Je peux dessiner ici ma courbe de déflexion qui est symétrique parce que mon chargement est symétrique de telle sorte qu'au droit du point C, j'aurai aucune rotation. Donc, ici, pour mon segment AB, donc mon déplacement est nul. Et également, ce que je sais, en fait, ce que j'avais omis de mentionner, c'est que pour mon segment BD, entre les deux appuis, mais je sais qu'à une longueur de L sur 2, au niveau de mon déplacement max au point C, la dérivée de ce segment-là va être égale à 0. Pourquoi? Lorsque j'ai mon déplacement max, ça correspond au point où l'angle de rotation est nul. Donc, ma poutre ne subira aucune rotation au point C. Donc, je connais cette condition-là. Je vais pouvoir l'utiliser pour trouver, en la mettant en relation avec cette équation-là, mon C3. Donc, je sais qu'au niveau du point A, delta B, pour mon premier segment, le déplacement du segment est égal à B au point A, et je sais que pour le segment BD, entre ce point-ci et ce point-ci, mais le déplacement est également égal à delta B. Je sais également par les angles de rotation que l'angle de rotation ici, pour mon premier segment au point B, doit être égal à l'angle de rotation pour mon deuxième segment au point B. Donc, à partir de ces équations de compatibilité-là, je vais pouvoir trouver mes 4 inconnus. Donc, si on commence pour le segment B, les équations qu'on a ici. Donc, ici, je sais que V de 0 est égal à 0. Donc, si V de 0 est égal à 0, donc, un instant. Donc, V0 égale à 0. Donc, ici, je vais avoir, si je prends cette équation-là, qui exprime la courbe de déflexion
pour mon segment AB, j'ai EI fois V de x, où je sais ici que j'ai x égale à 0, donc tout ça va être égal à 0, et je sais que V de x est égal à 0 également. Donc, va être égal à px cube, x est égal à 0, donc tout ça tombe à 0, c1 fois x, x est égal à 0, ça c'est égal à 0, et plus c2, ça me dit que c2 est égal à 0. Je viens de trouver ma première constante d'intégration. Donc, deuxième chose que je vais utiliser, je vais calculer mon v de a pour mon point B ici. Okay? Donc, je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je sais que ça va être une valeur delta B qui devrait être la même chose pour le delta B que je vais plus tard calculer pour mon segment BD. Donc, ici, je prends ma même équation ici, EI fois V, mais cette fois-ci évaluée pour le point à la distance A, ça me donne delta B. Donc, P fois A puissance 3 sur 6 plus C1 fois A. Okay? Donc, je ne peux pas résoudre encore directement, mais je vais pouvoir tantôt égaler ça à la même quantité que je vais calculer, mais cette fois-ci pour le segment BD. OK, donc je vais calculer maintenant pour le segment BD, donc les équations que j'ai ici. Donc, je vais venir utiliser la deuxième équation qui vient dicter l'angle de rotation. Parce qu'on avait dit que l'angle de rotation, donc V' à une longueur L sur 2, donc ça c'est dans mon segment BD, doit être égal à 0. Donc, je sais que EI fois V' de x, ça va être égal à 0. Donc, ça me fait PA fois L sur 2 plus C3. Ça me permet d'isoler C3 qui va être égal à moins PAL sur 2. Parfait, j'ai trouvé ma deuxième constante d'intégration. Pour mon segment BD, comme on l'avait dit, je sais que par compatibilité, le déplacement au point A, donc au point gauche de mon segment BD, doit être égal à delta B. Donc, si je viens prendre ma relation ici, je vais égaler delta V de x à delta B. Donc, ça me fait P fois A puissance 3 sur 2 moins PA carré fois L sur 2 plus C4. Je vais pouvoir venir isoler. Je ne peux rien isoler encore. Il va falloir que je mette en relation cette équation-là avec cette équation-là. Donc, si on commence ici, en disant que, si on continue en disant que EI V' pour mon point A est égal à EI V' pour mon point A, soit pour le segment AB ou pour le segment BD. Donc, je peux venir mettre en relation l'équation que j'ai ici et l'équation que j'ai ici. Donc, ça va me donner ici PA carré sur 2 plus C1 est égal à PA fois A plus C3. Donc, c'est ce que j'ai ici, et ça, parce que j'ai déjà ici mon C3 qui a été calculé à moins PAL sur 2, donc je peux le remplacer dans mon équation ici. Si je viens simplifier ça, je vais pouvoir calculer P1 qui est égal à 1 demi PA carré moins 1 demi PAL. Donc maintenant, si je viens mettre en relation ces deux équations ici, donc c'est-à-dire que le déplacement au point B pour mes segments AB et BD doivent être égaux, ça me donne PA cube sur 6, donc c'est ce que j'ai ici, plus C1A, et je vais mettre en relation avec ma deuxième équation ici, PA cube sur 2 moins PA carré sur 2 plus C4. Donc ici, mon C1 avait déjà été trouvé, donc je peux venir le remplacer ici, ce qui va me permettre d'isoler C4, 1/6 PA cube. Donc j'ai trouvé C1, j'ai trouvé C2, j'ai trouvé C3, j'ai trouvé C4. J'ai tout en main, de façon à pouvoir venir remplacer ces C1, C2, C3, C4 dans ces deux équations, qui vont me permettre d'exprimer la courbe de déflexion en tout point ici. Donc pour ça, pour mon segment AB, je viens remplacer dans mon équation ici. Donc ça va me donner l'équation que vous voyez ici, qui est fonction de x, et ça c'est valide pour x entre 0 et A, le point d'application de la charge. Pour mon segment BD, je vais utiliser la deuxième équation ici. Si on vient remplacer les valeurs de C1 à C4 qu'on a trouvées, pour V de x, voilà l'équation, et cette équation-là est valide entre les points B et les points D. Pour le point D au point E, en fait, c'est de façon symétrique, ce qu'on avait obtenu ici pour mon segment A, donc on n'a pas besoin de calculer. Donc, si maintenant on veut calculer quel va être le déplacement au point C, c'est-à-dire le déplacement à mi-portée, je dois utiliser mon segment BD. Donc, pour ça, si j'évalue cette équation-là pour x est égal à L sur 2, je vais trouver l'expression suivante, qui va me donner une valeur numérique de moins 1,98 mm. Donc, voilà comment procéder. OK, quatrième exemple ici, on va regarder un problème qui est cette fois-ci hyperstatique. Donc, j'ai une poutre avec une charge répartie de 20 kN par mètre, j'ai un encastrement au point C qui vient limiter mes déplacements verticaux, mes rotations, et j'ai un tirant attaché au point B. Ce tirant-là a une longueur de 3 mètres, une aire de section de 250 mm². Donc, la section de ma poutre est un W410 x 46, c'est une section en I, donc une section dans laquelle on peut retrouver les propriétés de matériaux dans les tables comme ça.
Donc ça ici, c'est le manuel canadien de l'acier où on voit toutes les propriétés des sections communes. Donc on peut avoir tout comme étant l'aire de section, ici par rapport à un axe de flexion autour de l'axe X, quelle va être l'inertie, mon module de section. On peut avoir également toutes les propriétés géométriques de ma section. OK? On a une poutre qui va être en acier, donc module élastique de 200 GPa, une limite élastique de 300 MPa, 300 MPa. Donc, il est demandé, calculer la force dans mon tirant AB, calculer le déplacement de mon point B, tracer mes diagrammes d'effort tranchant et M2X dans mon segment BC, calculer sigma X et taux XY dans ma poutre, donc c'est-à-dire la contrainte normale maximale de flexion, ainsi que la contrainte de sidérant max à la section critique. Comme c'est une poutre en I qui est symétrique, j'aurai encore une fois les sections critiques qui vont être à l'axe neutre. Ma section critique au niveau de la section transversale qui est à l'axe neutre, je vais devoir trouver le long de ma poutre où est-ce que j'ai mon moment max. Calculer mon facteur de sécurité, calculer MY et MZ, c'est-à-dire mon moment élastique et mon moment plastique. Donc, comment est-ce qu'on va attaquer ça? Par méthode de superposition. C'est-à-dire, dans mes tables, ce que j'ai accès en termes de cas classiques, ça va être un cas où j'ai un encastrement ou une poutre en porte-à-faux pour lequel j'ai une charge répartie. Okay? Donc ça va gérer le fait que j'ai une charge répartie sur mon segment BC. Et je sais par ces équations-là que le delta B, mon déplacement au point B, c'est P0 L4 sur 8I. Et ça, on peut voir ça à partir des tables qu'on a ici. Donc ça correspond à notre cas 5 ici, où le déplacement au point B, c'est P0 L4 sur 8EI. Okay? C'est la même chose, mais qui est la symétrie de ce qu'on cherche ici. Donc c'est la même chose. Donc deuxième cas, ça va être quoi? Ça va être un chargement que j'ai pour ma poutre BC par une charge ponctuelle à son extrémité. Et encore une fois, on a cette relation-là ici dans nos annexes, dans nos tables. Et finalement, ce qu'on doit mettre en relation, c'est avec une déformation axiale pour mon tirant AB qui, en fonction de la charge P, va venir s'allonger ou s'étirer dépendamment du résultat. Okay. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour résoudre ça avec notre méthode de superposition. Donc le plan de résolution, on va venir calculer delta B. Donc le point B, c'est le point d'attache entre l'extrémité de ma poutre et le point d'attache du tirant. Donc je vais venir calculer ce delta B pour mon tirant, ainsi que pour le déplacement de ma poutre. Et je vais pouvoir dire, par condition de compatibilité, comme le tirant est attaché à ma poutre, l'allongement du tirant doit correspondre au déplacement de l'extrémité de ma poutre. Donc pour faire ça, je vais trouver le delta B du segment BC, ainsi que le delta B de mon tirant AB, tous deux qui vont être fonction d'une force à l'intérieur de celui-ci. Donc en mettant les deux en relation, par compatibilité de déplacement, j'aurai une équation qui est fonction de FAB, je serai en mesure de résoudre ça. Une fois que j'ai trouvé FAB, par superposition de déplacement de ma poutre, soumis à une charge concentrique qui correspond à FAB et mon chargement réparti qui est la charge sur la structure, je vais être en mesure de retrouver mon delta B, c'est-à-dire le déplacement à l'extrémité. OK. Donc ici, première étape, comment est-ce qu'on calcule ce déplacement au point B pour mon segment BC, ma poutre et mon tirant AB? Pardon. Donc si on commence par mon tirant AB. Donc ici, j'ai un tirant qui est attaché à la partie supérieure. J'applique une force FAB. Donc comment est-ce qu'on exprime, comment est-ce qu'on calcule ce delta B, ce déplacement au point B? Donc pour ce segment AB, delta B, c'est FL sur EA. Donc la force qui est inconnue ici, la longueur du tirant qui était de 3 mètres, mon module élastique, c'est de l'acier 200 GPa, donc 200 000 MPa si on veut avoir des unités qui sont consistantes, sur l'aire de section qui était donnée. Donc si on veut calculer les valeurs numériques, ça va me donner 5,88 fois 10,5 newton par millimètre fois ma force FAB qui est toujours inconnue. Parfait. Donc deuxième étape, on va venir calculer le déplacement au point B cette fois-ci pour mon segment BC. Donc ça, par superposition, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir une force FAB ici qui vient remplacer la réaction causée par ma barre ici, ma force FAB qui est supposée comme étant inconnue. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est la superposition d'une charge répartie, qui va faire un déplacement delta B vers le bas, plus l'effet d'une charge ponctuelle qui va correspondre à FAB ici, qui va faire un déplacement vers le haut.
Donc, ces deux cas-là, c'est les cas pour lesquels on a vu les formulations analytiques à la diapositive précédente. Donc, je peux calculer mon delta B résultant comme la somme des deux déplacements. C'est-à-dire ici, ma charge répartie de 20 newtons par millimètre fois ici, en termes de valeur, qu'est-ce que j'ai? Donc, ça, c'est ma relation ici, PL puissance 4 sur 8 EI. Donc, 6000, c'est ma longueur de poutre, 6 mètres, donc 6000 mm puissance 4, fois 8 E, mon module élastique, c'est de l'acier, fois I, ça va être l'inertie de ma section, qui peut être trouvée directement dans ma table ici. Donc, on regarde l'inertie, 156 fois 10 à la 6 mm 4. Ça, c'est l'inertie pour une flexion autour de mon axe X ici. Parfait. OK, ça, c'était pour ma charge répartie. Maintenant, ma charge ponctuelle, qui va être FAB, fois ma longueur de section, 6000 mm puissance 3, sur 3 fois mon module élastique, où j'ai 156 fois 10 à la 6 mm 4. Ou mon inertie, 156 fois 10 à la 6 mm 4. Donc, si je viens évaluer numériquement ce que ça me donne moins 103,8 mm, ce qui est la valeur numérique ici, plus 2,31 fois 10,3 en fonction de FAB qui est inconnu. OK? Donc, j'ai une expression pour le delta B en fonction de FAB, delta B en fonction de FAB. Et je sais qu'à la fin, comme le tirant est attaché à ma poutre, les deux déplacements doivent être égaux. Donc, par compatibilité des déplacements, je peux dire que les deux delta B doivent être égaux l'un à l'autre. Donc, si je viens remplacer ça numériquement, bien, je peux venir isoler mon inconnu FAB qui est égal à 46 kN. Parfait. Donc, pour ma partie B, où je dois trouver mes efforts tranchants au moment fléchissant, comme j'ai trouvé ma réaction d'appui, je peux tout faire. Parce que maintenant, je peux dire que je veux trouver mon V de X et M de X à partir de cette structure-là, où je sais que ma force FAB, je peux remplacer le tirant par ce 46,1 kN. J'ai une charge répartie de 20 kN. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire mon diagramme d'effort tranchant, ça va être quoi? Mais je sais que ici, ma réaction, ça va être un effort tranchant positif de 46,1. Ensuite, j'ai une charge répartie uniforme, donc j'aurai un diagramme qui est linéaire pour mon effort tranchant. Donc au point ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon plus 46 moins 20 fois 6 mètres. Ça va m'amener donc 46 moins 20 fois 6 à moins 74. Ensuite, je retombe à 0 qui va correspondre à ma réaction d'appui ici de 74 kN. Parfait. Positif ici, négatif à droite. Donc je sais ici qu'à une certaine distance de mon appui, j'aurai un effort tranchant nul. Ça m'intéresse, pourquoi? Parce que je sais que lorsque j'aurai mon effort tranchant nul, c'est là que j'aurai mon moment max. Donc, comment est-ce que je trouve la position ici? Je sais que j'ai 46,1 kN et la pente de cette courbe-là, c'est la valeur de ma charge, donc moins 20. Donc, si je fais 46 sur 20, ça va donner la position de 2,3 mètres. La position où cette courbe-là intersecte 0. Parfait. Dernier diagramme, M de X. Je sais que je n'ai pas de moments qui sont repris entre le point d'attache de mon tirant et ma poutre. Donc, j'ai un moment qui va être nul ici. Parfait. Donc, je sais que j'aurai mon moment max ici à 2,3 mètres de mon appui. Donc, pour calculer sa valeur ici, je fais quoi? Ça va être 0 plus l'air sur la courbe. C'est-à-dire 46,1 fois 2,3 divisé par 2, ça m'amène à 53 kN. Je sais que je suis quadratique entre les deux ici. Ensuite, pour calculer quel va être mon moment max ici au niveau de l'encastrement, mais je vais faire la valeur de 53 plus l'air sous la courbe, c'est-à-dire moins 74 fois 6 mètres moins 2,3. Okay? Si je fais le produit de tout ça, 53 plus moins 74 fois 6 mètres moins 2,3, ça me donne mon moins 84. Et entre les deux, je suis encore une fois quadratique. Parfait. Donc, voilà pour ça. Maintenant, pour la partie C, je dois venir calculer quelles sont mes contraintes. Donc, si je veux calculer ma contrainte normale maximale, ça va être mon moment max. Donc, mon moment max que je vais venir trouver à partir de mon diagramme de moment fléchissant. Je vais venir devoir calculer ma contrainte d'incidentement, qui est mon Vmax, trouvé par mon diagramme d'effort tranchant, fois mon moment d'air, divisé par mon inertie, divisé par ma largeur de section. Donc, tout d'abord, pour trouver ma contrainte normale max, mon moment max, c'est quoi? Moins 84 kN. Mon effort tranchant max, qu'on va étudier plus tard, moins 74 kN. Donc ici, ma contrainte max, mon moment max sur mon S, je le trouve comment? Je vais dans ma table. Donc mon S pour ma section W10 x 46, ça va être 773 x 10 à la 3 mm3. OK? Donc on voit ici 10 à la 3. Parfait. Encore une fois, faites attention, c'est par rapport à un axe de flexion autour de l'axe XX ici.
Donc ça, résultat, ça me donnait 108,7 mégapascales. Donc si on vient tracer notre diagramme qui représente les contraintes normales de flexion au droit de notre section, donc au niveau de l'axe neutre, j'ai aucune contrainte. Si j'ai de la flexion en moment positif, j'aurai ici de la compression au-dessus de l'axe neutre, j'aurai de la traction en dessous de l'axe neutre. Donc ici, par contre, il faut voir mon diagramme par rapport au diagramme que j'ai ici, je vais avoir moins 84 mégapascales. Donc, c'est-à-dire que j'aurai du moment négatif. Donc, si je veux venir tracer non seulement pour la valeur absolue, mais pour la valeur réelle, ce diagramme-là aurait dû être renversé. Parce qu'au niveau de mon encastrement ici, j'ai un moment négatif, c'est-à-dire que ces fibres supérieures vont être tendues, les fibres inférieures vont être comprimées. Donc, si on prend en valeur absolue, ce diagramme-là est bon. Si on prend pour les valeurs réelles de ma structure, ce diagramme-là a les mêmes valeurs numériques, mais devrait être renversé. Donc, la tension sur les fibres supérieures, la compression sur les fibres inférieures. Pour ce qui est de mon facteur de sécurité, donc qu'est-ce que je fais? Ma limite élastique de 300 mégapascales sur ce que je viens de calculer, 108,7, 2,76. Donc 2,76 pour les structures où on vise quelque chose autour de 3, ça serait un petit peu faible. Donc, pour mon deuxième partie, trouver ma contrainte de cisaillement, je dois trouver d'abord mon Q0, mon premier moment d'air, au niveau de l'axe neutre. Donc, je sais que c'est au niveau de l'axe neutre que j'aurai ma plus grande contrainte de cisaillement. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens couper cette section en deux. C'est ce que j'ai représenté sur le diagramme ici. Donc, si je calcule au niveau de l'axe neutre, je viens subdiviser ça à une première aire pour ma partie d'arme, une deuxième aire pour ma partie d'aile. Okay? Où les dimensions géométriques de tout ça peuvent être, encore une fois, trouvées dans la table. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma largeur de semelle qui va être ma partie B ici. Je vais avoir mon épaisseur d'aile qui est T, qu'on peut retrouver 11,2. J'ai l'épaisseur d'âme W qui est égale à 7 mm. Et j'ai ma hauteur D qui est égale à 403 mm. Et j'ai ma hauteur d'âme qui est disponible ici, qui est grand T, qui va être 347 mm. Donc, à partir de ces relations-là, je peux trouver déjà l'air pour ma partie A1, 140 fois 11,2, ça va me donner 1568 mm². Je peux trouver l'air A2, qui va être 7 mm fois la hauteur d'arme, mon grand T, 347 sur 2, ce qui me donne 1215 mm². Parfait. Si je veux trouver mon Q0, mon premier moment d'air, ça va être la somme des produits de mes A' fois mes Y bar', les distances entre l'axe neutre et les centres de gravité respectifs de chacune des sous-sections. Donc ici, j'ai mon A1 que j'ai calculé, donc 1568, fois mon Y1 bar'. Donc ça veut dire que ça va être mon 347 sur 2, 347 qui était la hauteur totale de mon âme, divisé par 2 parce que je pars de l'axe neutre à la fibre inférieure, plus à la partie inférieure de ma fibre supérieure, plus 11 sur 2, la demi-épaisseur de ma semelle. Plus la même chose, mais pour mon air A2, c'est-à-dire l'aire de l'âme ici, ou la demi-âme, fois la demi-hauteur de celle-ci, donc c'est-à-dire 347 qui est la hauteur totale divisée par 4, ça me donne comme résultat 3,86 fois 10 à la 5 mm3, ça c'est mon premier moment d'air. Ensuite, pour trouver ma contrainte normale au niveau de l'axe neutre, ça va me donner mon Vmax, qu'on avait dit 74 kN, je dois transformer ça en newton pour avoir compatibilité des unités, fois mon 3,86 10 à la 5, c'était mon Q0 que je viens de calculer, sur l'inertie de ma section. Rappelez-vous, c'est la même inertie ici qu'on avait calculée, qu'on avait obtenu plutôt des tables, 156 fois 10 à la 6 mm4, fois ma largeur d'arme W est égale à 7 mm. Donc, résultat, ça me donne ici 26 mégapascales. Donc, si maintenant je fais la même chose pour calculer ma contrainte de cisaillement, mais plutôt au niveau de l'intersection entre l'âme et l'aile ici, 164, à une distance de 173,5 mm, c'est-à-dire ma hauteur d'âme, qui est mon grand T, sur 2. Donc ici, je vais trouver mon premier moment d'air, je vais avoir que l'air A1 qu'on avait déjà calculé ici, et une distance Y1. Donc pour ça, mon A', on l'avait déjà calculé, 1568 mm², et donc je peux calculer mon Q à 173,5 mm de l'axe neutre, qui va me donner mon 1568 fois la distance qu'on avait déjà calculée, ce qui me donne 2,8 fois 10 à la 5 mm3. Donc maintenant, pour ma contrainte de cisaillement à cette distance de l'axe neutre, j'ai le même Vmax, j'ai mon nouveau Q que j'ai calculé ici, divisé par l'inertie, divisé par une même épaisseur de paroi, qui est de 7 mm. Ça me donne 19 mégapascales. Donc si je venais représenter ceci sur un diagramme, maintenant mon diagramme pour la contrainte de cisaillement,
J'ai l'axe neutre ici, j'ai une contrainte à l'axe neutre de 26 mégapascales, je viens diminuer de façon quadratique jusqu'à une valeur de 19 au niveau de l'intersection de l'âme et de l'aile. Donc voilà de quoi a l'air mon diagramme ici. Mais la dernière chose qui me reste à calculer, c'est quel va être l'effort tranchant dans les ailes ici. Donc, ce qui nous intéresse, comme j'ai des sections minces, ça va être le profil triangulaire que je vais avoir au niveau de chacune des parties de mes ailes. Donc pour calculer ça, je dois calculer à une distance de 63 mm, parce que si on regarde ici dans la table, la distance A que j'ai ici, ça va être de 67 mm. Donc de trouver à une distance de 67 mm, ici, pourquoi j'ai 63,5? Je vais avoir une petite coquille ici, parce qu'ici dans la table, ça me dit bel et bien une distance de 67 mm. Donc, plutôt que de lire 67 ici, ça devrait être plutôt 60, plutôt que 63, ça devrait être 67 mm. Donc, je dois trouver quel est l'air A' et la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de cette sous-section. Donc, ici, mon air A', encore une fois, au lieu de dire, supposons que la distance est bel et bien 63,5 mm, fois 11,2, ça me donne 711,2 mm². Donc, mon Q à cette distance-là, ça va être l'air que je viens de calculer, fois la distance entre l'axe neutre et ce que j'avais ici. C'est exactement la même distance que j'avais, parce que maintenant, j'ai plus la même aire, mais j'ai la même position de centre de gravité pour la sous-section. Donc, résultat pour mon premier moment d'air, 1,27 fois 10 à la 5. Donc, si je calcule ma contrainte, ça va être le V, qui est le même V qu'on avait trouvé précédemment, fois ce premier moment d'air sur l'inertie de la section qui reste constant. Mais maintenant, la largeur par laquelle on doit diviser, c'est plus la largeur de l'âme, c'est plutôt l'épaisseur de l'âme. L'épaisseur de l'aile, où l'épaisseur de l'aile, c'est petit t, donc où petit t, ça me donnait 11,2 mm. Donc c'est ce que j'ai ici, ça me donnait 5,38 mégapascales. Donc si on vient tracer ça, ça va me donner mes diagrammes tels que représentés ici. J'ai 0 au niveau de l'extrémité des ailes, et j'augmente de façon linéaire jusqu'à avoir une valeur de 5,38 mégapascales. Donc, maintenant, en dernier, ce qui m'était demandé, calculer mes moments élastiques et mes moments plastiques, c'est-à-dire le moment max que je peux appliquer sur ma section avant que l'entièreté de celle-ci vienne avant que la première fibre vienne plastifier, et mon moment MP qui correspond au moment que je peux appliquer sur ma section avant que toutes mes fibres plastifient. Donc ça veut dire que c'est le moment ultime que la structure peut supporter. Ça, c'est le moment avec ma première fibre plastifiée. Donc, moment élastique, ça va être sigma Y fois S, mon module de section élastique, MP sigma Y fois Z, mon module de section plastique, où S et Z sont encore une fois disponibles dans cette table. Donc, SX 773 fois 10 à la 3 mm3, pardon, ZX qui est 885 fois 10 à la 3 mm3. Donc, si je fais mon MY fois 773 10 à la 3, 232 kN, mon MP 300 mégapascales fois mon 885 fois 10 à la 3, ça me donne 266 kN. Donc voilà le moment que je peux appliquer sur ma section transversale avant que la première fibre plastifie. Voilà le moment avant que ma structure s'effondre parce qu'il ne restera plus aucune capacité pour ma section. Donc voilà les 4 exercices que je vais voir avec vous dans le TD4.